Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce Cap Créa. Donc l'atelier aura pour thématique l'europrenariat, un enjeu stratégique territorial. On essaiera de répondre à cette question. Bien entendu, c'est un enjeu stratégique territorial puisque il faut accompagner au mieux les porteurs de projets de reprise d'entreprise, mais aussi les dirigeants en phase de cession. Et plus, quand bien même c'est une opération qui est complexe, il faut penser aux enjeux territoriaux, à la sauvegarde des emplois et à la pérennité des savoir-faire dans le tissu économique et social français. Donc on traitera des thématiques telles que comment se fédèrent et se coordonnent les différents interlocuteurs sur cette thématique. Donc on a ici la CCI, représentée par Mathieu. Bonjour Mathieu. Mathieu Sautreau, qui est conseiller entreprise à la CCI de Paris. On a la chance d'avoir aussi Thierry Dupuis, directeur du réseau Entreprendre de l'Ain et Val-de-Saône. Pierre Oulès, délégué du CRA de Paris. Et Anne Anquetin, qui est directrice générale et propriétaire de l'entreprise Passementerie Verrier à Paris, située dans le 20e arrondissement. Donc, qui témoignera de son projet de reprise d'entreprise. Donc, on va attaquer par une première question. Rapidement, Mathieu, pouvez-vous nous énumérer les étapes d'une reprise d'entreprise Quelles sont les étapes ou le process pour reprendre une entreprise ? Alors, au préalable, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un processus de reprise est un processus extrêmement long. On parle de 12 à 18 mois. Donc ça signifie effectivement d'être extrêmement motivé, déterminé pour reprendre une PME, parce que les cycles sont incompressibles. On peut distinguer 4 grandes étapes dans un parcours de reprise. Il y a tout d'abord cette phase de maturation. On va vraiment faire un travail sur soi, sur le repreneur. On va avoir cette phase de déploiement, c'est qu'une fois qu'on a défini sa cible, encore faut-il pouvoir la trouver. On va avoir cette phase de contractualisation et enfin de finalisation. Le préalable est vraiment la pierre angulaire du projet, ça va être cette phase de maturation, la première phase, qui peut durer plusieurs mois, où le repreneur va vraiment faire un état des lieux de ses ressources, de ses motivations. Il faut vraiment avoir des motivations profondes pour reprendre une PME, parce que c'est pas simple. Donc il faut vraiment bien se connaître et puis voir effectivement quels sont les atouts qu'on va pouvoir mettre en avant et aussi quelles sont nos limites. Majoritairement, les repreneurs investissent dans leur région, dans 70% des cas, un Parisien va investir en Île-de-France, un Lyonnais va investir en Rhône-Alpes. C'est des gens qui ont des contraintes familiales, des contraintes effectivement d'espace qui est important. Donc souvent, on va être focalisé sur un territoire. Cette phase de maturation, je l'ai dit, elle prend plusieurs mois parce qu'elle est faite effectivement de rencontres, elle est faite de challenges. L'idée, c'est pas de se griller des cartes en allant voir des sociétés sur lesquelles on n'est pas légitime. Donc il y a un gros travail en amont à faire sur effectivement la connaissance de soi et où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut apporter à l'entreprise, parce que c'est essentiel quand on reprend un collectif. On parle de 10 salariés, 20, 30, 50 salariés. Donc il ne faut pas y aller à l'improviste et de façon totalement inconsciente. Donc il y a vraiment un gros travail à faire. Et puis ensuite, effectivement, naturellement, vient la phase d'investigation, ce qu'on appelle cette phase de prospection, d'approche. Alors, vous pouvez le faire de 2 façons différentes. Soit vous vous contentez des dossiers qui sont intermédiaires, et auquel cas vous avez accès via des places de marché, via le réseau associatif, via le réseau consulaire, où vous avez des offres qui sont publiques et accessibles. Soit vous le faites en approche directe. L'approche directe, aujourd'hui, c'est 70% des opérations qui se font en approche directe. Donc c'est une piste à ne pas négliger. Par contre, effectivement, le fait d'approcher un dirigeant qui n'est pas accompagné à la vente, qui n'a pas mis officiellement sa société à vendre, ça vous oblige d'être extrêmement professionnel et déterminé dans votre approche, parce que le dirigeant ne vous fera pas de cadeau. Donc c'est une autre façon de travailler, mais qui est effectivement
à ne pas négliger. Donc cette phase d'investigation, ça peut facilement prendre 4 à 8 mois. Hein. C'est très long, parce qu'on se prend beaucoup de portes aussi dans la figure. Hein. On a des dirigeants... sachez que c'est un marché qui est déséquilibré, hein, le marché de la reprise. C'est que vous avez peu de vendeurs pour beaucoup d'acheteurs. On est sur un rapport quasiment de 1 à 5. Hein. Est-ce qu'on peut dissocier le marché des TPE et le marché des PME ? Oui. Le marché des PME est un marché, on va dire, très structuré et très confidentiel. Une PME, elle ne s'approche pas facilement. Y a-t-il plus de repreneurs que de cédants sur le marché des PME ? Oui, il y a beaucoup, parce qu'en fait, l'acquéreur, l'investisseur va chercher effectivement quelque part la sécurité. Il va chercher une entité qui est déjà bien structurée, viable, qui a trouvé son marché, qui a trouvé sa rentabilité. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs, surtout que quand vous montez effectivement dans la taille des sociétés, vous avez affaire à une concurrence qui est industrielle et également une concurrence qui est composée d'investisseurs, de fonds d'investissement, qui peuvent se permettre effectivement de rentrer dans le jeu en proposant des scénarios complètement différents à celui d'un repreneur individuel. Donc la TPE, c'est très humain, c'est du one-to-one. La PME, on est quand même face à des forces vives qui sont très dynamiques et qui ont d'autres leviers qui peuvent actionner effectivement face aux cédants en termes de timing, en termes de rapidité, en termes de prix, parce qu'on peut mettre en place des synergies. Donc c'est deux approches différentes encore, la TPE et la PME. Donc une fois qu'on a trouvé une entreprise, on passe à l'étape... L'étape d'étude, il y a diagnostic effectivement, il y a l'étude, il y a effectivement le financement. Ces étapes-là n'ont de sens que seulement si vous savez où vous voulez aller avec cette entreprise. Parce que passer du temps à étudier une entreprise sans savoir ce qu'on va en faire, ça n'a pas de sens. Ça sera toujours trop risqué, toujours trop cher, toujours trop tôt, enfin bref. Donc c'est pour ça que ce travail en amont de première phase, de savoir qui vous êtes, où vous voulez aller, et les réseaux consulaires associatifs peuvent vous aider pour vous challenger là-dessus. Parce qu'étudier une entreprise sans avoir de projet, ça n'a pas de sens. Et surtout, ça va vous prendre du temps, parce que comme je l'ai dit, soit vous avancez sur un dossier qui est intermédiaire, donc c'est un dossier qui a été mis sur le marché, qui a été un peu marketé, donc on vous donne un petit mémorandum de présentation, soit vous avancez sur le marché qui est caché, donc sans intermédiation, et là c'est à vous d'aller chercher l'information. Et un patron de PME, pour faire un diagnostic, on a besoin d'avoir des informations assez précises sur l'activité, sur l'entreprise. Donc c'est très chronophage. Et effectivement, c'est une phase, si dès le départ vous hésitez encore entre la création, la reprise, le salariat, ça ne vaut même pas la peine d'y aller, parce que vous allez vous faire balader et vous allez louper des coches rapidement. Donc voilà. Si on passe à l'étape suivante, le diagnostic, c'est un préalable à l'évaluation. Ah oui, bien sûr, il ne faut pas jeter corps et âme dans une évaluation si on n'a pas déjà un pré-diagnostic en tête, ne serait-ce sur le secteur, sur l'activité de l'entreprise. Et puis ensuite, effectivement, vient la phase de négociation, qui est assez longue, puis ensuite de financement. Donc, vous voyez, c'est un business plan. Financement, business plan, on ne va pas avoir une banque sans avoir de business plan. Donc tout ça, c'est un gros travail à faire, effectivement, pour un jour espérer aller au closing dans la négociation finale. Donc, voilà. Financement, protocole d'accord et closing, acte de cession définitif. Voilà, après ça devient très juridique, parce qu'il y a beaucoup de choses à... Et puis une fois qu'on a signé, les 100 premiers jours de la reprise. Les 100 premiers jours de la reprise. Alors bon, ça c'est encore autre chose, les 100 premiers jours. Mais je pense qu'on est vraiment sur le parcours de reprise. Et j'insiste réellement sur ces 4 phases qui s'enchaînent, mais qui n'ont de sens que si en amont, on a vraiment fait un gros travail sur soi-même pour essayer d'identifier des avantages compétitifs par rapport aux autres candidats à la reprise. Parce que je le répète, c'est un marché qui est déséquilibré, avec beaucoup de concurrence. Donc il faut savoir se distinguer des autres acquéreurs potentiels. Donc se préparer, diagnostiquer, rechercher une entreprise, diagnostiquer, évaluer. Et être un peu inconscient. Un esprit entrepreneurial. Oui. Pierre, vous voulez rebondir sur les étapes sur le les CRA étapes, rapidement, la maturation. La première chose, c'est déjà de se dire ce qu'on ne veut pas faire. Avant de commencer à définir les choses, déjà, un des moyens d'avancer dans la maturation, c'est de dire « je ne voudrais jamais faire ça ».
Après, sur la recherche d'entreprise, il y a le marché caché, donc ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas encore mis leur entreprise en vente. Et puis, il y a le marché lié aux professionnels, où là, c'est en vente. Donc, c'est deux choses différentes. Mais ne pas oublier que la plupart du temps, pour les TPE et les PME, ce sont des personnes physiques. Et une personne physique peut être désavantagée par rapport à une personne morale. C'est le cas le plus souvent. Concurrence. Mais il arrive aussi, et je l'ai vécu, que face à de très grands groupes, on soit plutôt avantagé parce qu'on a une dimension psychologique vis-à-vis du cédant qui est importante. Donc la dimension psychologique vis-à-vis du cédant quand vous avez un projet de reprise est absolument fondamentale. Je crois qu'Anne va en témoigner. Non, oui, je voulais surtout vous dire de lever le micro, je crois que tout le monde n'entend pas. Ah, vous n'entendez pas, pardon, excusez-moi. Voilà, et sur les dernières parties, ça veut dire que la partie, il faut mettre en place une équipe d'experts. Vous ne ferez pas une reprise sans avoir mis en place une équipe d'experts, aussi bien experts comptables qu'avocats. Et puis, vous pouvez avoir des accompagnants, je dirais, comme la CCI, le CRA, dont je fais partie, le réseau Entreprendre, après la reprise, qui vous aideront dans cette démarche. Anne, comment avez-vous fait pour reprendre l'entreprise Passementerie-Verrier ? Je me suis formée, en fait. Je me suis formée à la reprise d'entreprise. Ça me paraissait complètement indispensable de savoir quel était ce parcours, donc effectivement très très bien décrit. Je me suis formée au moment où j'avais effectivement mûri mon projet. Moi, ça m'a pris probablement plusieurs années. C'était quelque chose qui était en gestation et à un moment donné, c'est devenu limpide que c'était ça que je voulais faire. Donc pour moi, la première étape, c'est une formation. Moi, je préférais faire une formation longue. Donc j'ai fait celle du CRA qui dure quasiment 3 semaines et qui propose ensuite d'avoir un fonctionnement en mode réseau avec les camarades de promo, mais il y a d'autres formations. Après, effectivement, c'est un projet long et incertain et que moi j'ai pris comme mon nouveau boulot, c'était de chercher mon prochain boulot, et donc c'est quelque chose que je faisais à temps plein et effectivement avec pas mal de détermination. Alors moi, ça m'a pris effectivement 18 mois entre le moment où c'était clair, où je me suis formée, et le moment où j'ai repris l'entreprise. Vous êtes formé à la reprise d'entreprise, pas au métier. Ah bah non, ça n'existe pas, les formations à mon métier. Donc voilà, je pense que s'autoriser à dire que c'est ça le projet et le formuler, ça a été très important parce que même si on a des historiques, des carrières qui nous ont permis d'expérimenter plein de choses différentes, c'est vraiment quelque chose de vraiment différent de se dire je vais devenir patron de mon entreprise et quelle va être ma légitimité à aller parler à des patrons de PME qui sont potentiellement cédants. Donc c'est aussi une posture et une liberté qu'il faut se donner, de l'audace, et en fait vous êtes pas ridicule du tout, donc faut juste y aller, quoi. Vous avez été accompagné par Alors, vous pouvez nous dire par qui ? Du coup mon accompagnement ça a été cette formation, donc ça c'est plutôt de la préparation du CRA, la formation voilà. du CRA. Après 6 semaines. Ça a été le fonctionnement en mode équipe, on était quoi, on était une vingtaine de personnes à suivre cette formation. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on n'est vraiment pas concurrents, en fait, parce que chacun cherche un truc différent et chacun va avoir une valeur ajoutée différente par rapport aux cibles. Donc, en fait, la collaboration et l'échange de contacts, ça marche bien. Donc ça, c'était vraiment l'accompagnement au long cours. J'avais aussi un parrain du CRA que je voyais de temps en temps, et assez vite quand j'avais besoin d'analyser un dossier, un expert comptable. Assez tôt, j'ai pris un expert comptable. Vous l'avez trouvé comment, l'entreprise ? Alors, il se trouve que je l'ai pris parce qu'il nous avait fait une intervention au CRA et que ça permet aussi de voir des professionnels. Donc, j'en ai étudié 3 avant de choisir le mien, parce que c'est important d'avoir un bon fit et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Dès le démarrage, vous aviez un expert comptable, un avocat ? Je l'ai pris. Non, l'avocat, il est venu plus tard. L'expert comptable, je l'ai pris au bout de 2-3 mois après la formation, en me disant ça y est, maintenant il faut que tu te fasses épauler sur certains dossiers. Et l'avocat est venu plus tard, quand j'étais plus avancée sur des cibles, avocat d'affaires. Et sur le financement, vous avez fait appel à qui ? Eh ben, j'ai fait appel aux banques. Banque. Banque, mais BPI aussi. Un prêt d'honneur ou
Et alors après, effectivement, quand on est en recherche de financement, moi j'ai tapé aux portes du réseau Entreprendre et de Paris Initiative. Et là, effectivement, c'est pas un accompagnement pendant la recherche, c'est un accompagnement qui va être vraiment déterminant au moment du financement et au moment du démarrage et après, parce que le réseau Entreprendre, c'est aussi des rendez-vous avec des... souvent, c'est des start-upers. Hein. Moi, j'étais un peu le dinosaure hein, dans le truc. Mais c'est toujours intéressant. Et pendant 2 ans, on a un accompagnement. Et c'est aussi super confortable quand on est lauréat de se dire finalement il n'y a pas que moi qui y crois et moi je me rappelle au démarrage ça m'avait donné un petit coup de boost quand même quand j'ai pris les manettes. Donc ça c'est un conseil de se faire accompagner, se former aux étapes de la reprise d'entreprise via les formations du CRA. Le réseau Entreprendre qui est intervenu aussi dans cette reprise Oui, alors nous, dans le département de l'Ain, des start-upers, j'en ai pas. Quel bonheur. J'ai des gens comme vous qui travaillent la matière traditionnelle, la mécanique, l'industrie, tous les métiers de savoir-faire. Une chose qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est un projet personnel, humain, et qu'il ne faut pas, quel que soit le réseau d'accompagnement, il faut se faire accompagner parce que l'œil extérieur, il a une vraie valeur ajoutée en termes de reprise. Hein. Et il faut faire attention, on engage beaucoup d'argent, enfin plus d'argent souvent qu'en création, en reprise. Hein. Toutes les entreprises ne sont pas reprenables, donc attention, ne reprenez pas une cible qui n'est pas reprenable parce que vous allez gaspiller beaucoup. Vous allez mettre votre époux ou votre épouse dans une colère noire parce que vous avez jeté l'argent de la résidence secondaire ou je ne sais quoi. Faut être vraiment vigilant. Et il faut aussi, je pense, on a besoin de rajeunir les repreneurs, sûrement. Mais avoir fait des erreurs... Quel est le profil du repreneur ? Avoir fait des erreurs dans sa vie professionnelle, c'est le début d'un profil. Parce que quand on les a fait une fois et qu'on est capable de ne pas les refaire 2, c'est déjà beaucoup. Hein, Donc, autant un créateur, il peut être très pushy, il va constituer son équipe autour de lui, un peu à son image. Un repreneur, il ne faut pas qu'il arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, dans une structure, comme le disait Guillaume, qui a montré qu'elle était profitable depuis 5, 10, 15, 20 ans, et dans lequel les relations interpersonnelles, elles se sont construites, elles fonctionnent, elles existent, et que le repreneur est un intrus. Il va falloir qu'il montre sa légitimité et sa capacité à apporter quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Et le côté interrogation d'un réseau d'accompagnement, quel qu'il soit, est vraiment est vraiment important. Vous parlez de profil de repreneur. Quel est le profil type de repreneur aujourd'hui ? Le profil type, il est assez classique. Hein. C'est un homme dans la grande majorité des cas, à 95%, c'est un homme. Ce sont des gens qui ont une formation plutôt cursus Bac+5, ça peut être des ingénieurs, ça peut être effectivement des gens d'école de commerce, qui ont un patrimoine. Il faut quand même avoir un apport personnel qui est quand même assez conséquent. La moyenne, elle est de 300 000 hein, quand même sur le marché. Alors on peut être un peu moins, un peu plus, mais je vous donne vraiment des repères. Hein. Et c'est quelqu'un qui a entre 45 et 55 ans, qui reprend dans sa région et qui a cette volonté. Souvent, ce sont des gens qui veulent avoir une rupture professionnelle dans leur parcours en se disant, voilà, je vais chercher l'indépendance, l'autonomie décisionnelle, je vais mettre mes expériences professionnelles au profit d'une PME dans laquelle j'aurai du contrôle, une majorité. Voilà un petit peu le repreneur type. Alors, ça reste un repreneur type, mais effectivement, on peut avoir des différences. Voilà. Et moi, je trouve que ça serait fantastique si ça pouvait baisser. Enfin, effectivement, reprendre une boîte, ça la fragilise quand même. On est endetté, on doit rembourser, on est probablement moins tourné sur des investissements qui sont à l'intérieur de l'entreprise et plus sur le remboursement de sa dette. Donc, il ne faut pas que ça arrive tous les 7 ans avec un repreneur de 50 ans. Voilà, moi, j'adorerais qu'il y ait des repreneurs plus jeunes. On voit au sein du CRA quand même un rajeunissement aujourd'hui des adhérents. Hein, donc, ce sont des personnes entre 30 et 35 ans qui vont vers la reprise. Donc c'est un petit peu nouveau. Alors après, il y a le problème
de l'apport qui a été souligné par Mathieu, qui est important parce qu'à 35 ans, parfois, on n'a pas le même apport qu'à 45 ans. Donc il y a le problème de l'apport. Et puis il y a le problème de l'image aussi, il faut être très clair. Quand vous avez une personne qui a créé une entreprise, qui a travaillé toute sa vie et qui voit quelqu'un de 35 ans arriver avec lui, il faut avoir beaucoup d'humilité, savoir écouter le cédant, savoir lui montrer qu'on va utiliser son projet et que ce sont des fondations et qu'on va apporter quelque chose de complémentaire à son projet. C'est extrêmement important cet aspect psychologie dans la reprise. On en a accompagné plusieurs, des trentenaires. Alors c'est vraiment à la marge, je crois que c'est 10% des opérations qui sont faites par des gens de moins de 40 ans. Nous on a fait plusieurs opérations avec des trentenaires effectivement, mais qui avaient des profils, c'est rigolo parce qu'on trouve souvent le même profil. Ce sont des gens qui ont une extrême détermination et qui apportent, si vous voulez, de la nouveauté et de l'innovation dans la société, et beaucoup de commercial. Ça a toujours été les 4 personnes que j'ai placées en entreprise qui avaient 30 ans, c'était des super commerciaux, quoi. Et est-ce que ce sont des repreneurs qui investissent dans des secteurs qu'ils connaissent, ils viennent du métier ou pas du tout? Parce que Anne, vous avez repris une entreprise dont vous n'étiez pas du métier. Pas du tout. Et ça se fait très bien, en fait. Ça questionnait, effectivement, les banquiers, notamment. J'ai eu la question. Mais après, je pense que ce qui est important, c'est effectivement, c'est d'abord ces projets que vous présentez pour développer l'entreprise. Et c'est votre profil, c'est votre énergie. Moi, la banque qui me disait non, c'est pas grave, j'allais en voir une autre. Je trouverais de toute façon. C'est vraiment la vision. Quelqu'un qui va mettre ses pantoufles dans celle du cédant, qui va mettre ses pieds dans les pantoufles du cédant, c'est pas pour nous réseau d'accompagnement. On est vraiment pour donner une impulsion à quelqu'un qui a une vision, l'aider à l'affiner, qui va changer le métier peut-être d'une entreprise, mais qui va le changer avec tact, avec vision, et c'est vraiment tout l'enjeu. Et nous, c'est vrai qu'on voit aussi rajeunir la cible des repreneurs qui viennent vers nous. On a des gens, par exemple, qui peuvent être directeurs de production, qui n'ont donc pas forcément une cuillère d'argent dans la bouche, qui reprennent l'entreprise de leur patron. Il leur manque beaucoup de choses dans leur parcours, mais ils se forment, ils expliquent et ils connaissent le métier. Mais c'est plutôt rare les gens qui reprennent le métier. Et puis on voit, nous c'est le cas de Réseau Entreprendre, mais c'est le cas d'Initiative aussi qui fait du prêt d'honneur. On voit le montant moyen des prêts d'honneur qui monte d'année en année, parce qu'il faut accompagner des projets qui sont effectivement de plus en plus impliquants sur le plan financier. Donc on accompagne. Donc la difficulté quand même, quand on ne connaît pas le métier, c'est quelle est la structure de la cible. Parce que si tout le métier il repose sur le type qui vous vend et qui s'en va, ça va avoir du mal à se faire, quoi. Grosso modo, il y a 2 catégories en fait, de repreneurs. Vous avez le pure player qui va investir dans le secteur dans lequel il a travaillé depuis 20 ans, 25 ans, et puis vous avez le généraliste qui a occupé des fonctions support dans des grands groupes ou qui a été commercial, et on va aller chercher la compétence métier, on va la prendre dans la société en fait, soit via une association avec le cédant, soit une association avec l'homme clé ou le directeur de prod. Plus la société est grosse, plus elle donne une latitude. Quand vous reprenez une boîte de 50 personnes, on ne vous demande pas de savoir installer une machine ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a différents profils, il y a différentes combinaisons qui sont possibles. Voilà. Plus la société est grosse, plus elle va donner de liberté sur le profil du repreneur. Donc, reprendre une entreprise, c'est une affaire humaine. Il faut fédérer le dirigeant, faire en sorte que le dirigeant qui vend son entreprise adhère au projet du repreneur. Il va falloir fédérer aussi les salariés, les fournisseurs, toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc ma question est la suivante. Quelle stratégie mettre en place pour ne pas négliger le facteur humain, tant du duo cédant-repreneur que des salariés? Au niveau du cédant, il y a une chose qui est très très claire, c'est que c'est le cédant qui tient le stylo pour signer l'ordre de mouvement d'action. Le moment où on va vous transférer les actions de la société vers les actions de votre holding. Donc le cédant, de toute façon, c'est la personne qui est à séduire. Et souvent, quand vous analysez des projets, il faut absolument penser au fait que il faut commencer par analyser le projet industriel. Il faut regarder un petit peu les chiffres, bien sûr, mais surtout, il faut se dire comment vais-je m'intégrer dans ce projet industriel,
que puis-je amener dans ce projet, que puis-je faire? Parce que ça, c'est ce qui est fondamental, je dirais, parce que ce n'est pas en optimisant une PME avec 2 ou 3% de résultats supplémentaires qu'on va en faire une belle entreprise, c'est en emmenant un projet qui va reposer sur les fondations du cédant, c'est-à-dire il a créé quelque chose, il l'a mis en œuvre, et vous allez amener un savoir-faire à partir des fondations qu'il a développées. Ouais, le parcours de reprise, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de discernement. Et effectivement, je crois que le repreneur doit être vraiment humble et laisser effectivement le cédant présenter sa structure, présenter son parcours, parce qu'il va apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, il faut arriver avec beaucoup d'humilité et puis comprendre aussi le parcours de l'animateur et ensuite de la structure. Voilà. C'est le cédant qui décide, au final? Oui, il faut séduire le cédant, même si on se marie ensuite avec l'entreprise, mais c'est le cédant qu'il faut séduire. C'est comme ça. C'est lui qui a effectivement... Anne, vous avez un témoignage sur comment vous avez fait avec le cédant, comment ça s'est passé et les salariés, Non, mais en fait, c'est d'autant plus facile d'être humble quand on ne connaît pas le métier. Hein. Pour le coup, là, je ne pouvais pas lui raconter comment il fabrique sa passementerie. Alors moi, c'est en plus un cas particulier parce que moi, je me suis associée avec le vendeur. Vous êtes associé, voilà. Ouais. Et c'est un cas, je trouve, d'autant plus... un cas d'école, parce qu'en fait, le vendeur, il n'a pas attendu d'avoir 65 ans pour se dire, tiens, ma boîte, il faut que je la transmette. Donc, il a mon âge. Il a transmis une boîte qui allait bien et qui aurait pu continuer à vivoter comme ça encore longtemps. Mais je pense que ce qu'il aurait raté en ne la transmettant pas, c'est sa pérennité sur le long terme. Nous, on est dans une activité de savoir-faire. Savoir-faire rare, savoir-faire manuel, et c'est des choses qui sont longues à acquérir. Former un bon passementier, ça prend 3 à 5 ans. Et donc voilà, moi je lui apporte le temps long en fait. Enfin moi, ce que je veux, c'est que cette entreprise elle existe dans 150 ans. C'est ça mon plan de route. Donc sachant qu'elle existait, elle existait depuis... il y a 150 ans. Il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas faire la même chose. En tout cas, je veux certainement pas être le maillon faible dans cette chaîne de transmission. Et donc moi effectivement, et pourtant quand je cherchais quand je négociais l'entreprise, on a eu des discussions franche et animée parce que j'étais pas prête à accepter n'importe quoi, et donc il y avait aussi faut pas non plus qu'on se fâche parce que c'est mon associé après dans l'entreprise. Et vis-à-vis des salariés, comment ça s'est passé? Eh bien, très bien, parce qu'en fait est-ce que vous aviez pu les rencontrer avant la signature du protocole d'accord J'avais vu uniquement la chef d'atelier qui était au courant de la transmission de l'entreprise. Confidentielle. Ouais, je pense qu'il voulait pas que son personnel sache qu'il avait un projet de transmission. Bon, alors après, il me voyait quand même un peu dans l'entreprise, donc il se doutait bien qu'il y avait un truc qui allait se passer, mais voilà, officiellement, je les avais pas rencontrés. Et en fait. Ça s'est très bien passé avec les salariés parce que ça manquait un peu de souffle, un peu de renouveau, donc voilà, moi je leur ai apporté tout ce qui leur manquait en termes de management ouvert, coopératif, participatif, tout ce que j'avais appris moi dans mes expériences avant. Souvent, il y a une inquiétude des salariés dans une reprise. Ils voient que leur patron, ça fait 30 ans qu'il est là, que ça commence à vivoter un petit peu, à tourner en rond, à pas avoir beaucoup de nouveaux clients, de grosses innovations. Et les salariés sont demandeurs quelquefois d'un renouveau. Mais en même temps, ils sont terriblement inquiets parce qu'on va faire débouler quelqu'un de complètement différent et qui vient changer un petit peu le jeu. Mais voilà, bon, ça fait partie du process. Et moi qui ai la chance d'être élu local, je suis maire d'une petite commune et président d'une petite communauté de communes, un repreneur qui arrive dans une boîte on la voit, qu'elle commence à vieillir un petit peu, à perdre des positions sur le marché. Sur le plan du développement territorial, c'est fondamental parce qu'on se retrouve avec un interlocuteur
personne physique avec qui on peut dialoguer, qui va avoir, comme vous le disiez, qui préférentiellement est dans sa région, connaît les salariés, connaît son milieu, et c'est un centre de décision qu'on garde. Et quand moi, chez Initiative, me dit à moi, président de communauté de communes, je vais aider ce commerce là, qui est en train de péricliter, je vais l'aider avec un repreneur, une reprise, enfin ce commerce c'est plutôt une entreprise, je suis vraiment très heureux sur le plan du développement territorial que ça soit une personne physique, parce que le centre de décision, c'est une personne physique. Donc, reprendre une entreprise, c'est comme un mariage. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mariage ? Sachant que chacun arrive avec ses défauts, ses qualités, il y a des divergences. Comment on fait pour que le cédant et le repreneur arrivent à converger vers un prix finançable, quelque part ? Est-ce qu'il y a parfois, dans vos expériences, vous avez connu Il y a quelque chose d'assez simple. Il y a des repreneurs qui ne sont pas allés au bout, parfois. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas parfois entre le repreneur et le cédant ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, les sociétés qui sont reprises par des personnes physiques sont in bonis, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles dégagent de l'argent, parce que de toute façon, c'est comme ça que le banquier va calculer votre capacité d'emprunt. Donc ça, c'est le premier point. Et on peut faire toutes les formules de valorisation qu'on veut. De toute façon, ce qui va compter, c'est votre capacité à emprunter la somme pour pouvoir acheter l'entreprise. Donc ça se calcule sur la CAF. Enfin, il y a tout un ensemble de calculs. Donc l'échec, ça peut être le financement. Ça, c'est un premier échec. Après, il peut y avoir aussi l'agressivité des conseils, des experts, etc., qui, eux, sont dans un rôle, ils doivent vous protéger. Donc, en voulant vous protéger, ils sont extrêmement défensifs. Et c'est à vous, parfois, de reprendre en main les choses et d'expliquer à vos conseils que vous voulez que ça aille dans cette direction et non pas dans une direction de prudence uniquement. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Donc c'est toujours des aspects extrêmement psychologiques, c'est-à-dire que les côtés techniques et compétences, vous allez les trouver, vous allez vous entourer de gens qui vont vous les amener. Et le point qui va être fondamental, c'est la psychologie du cédant, c'est la psychologie de l'opération de reprise, et c'est là où on doit accompagner les gens, tous sur cette estrade, et on doit pouvoir leur amener je dirais, de l'aide, de l'accompagnement. Ils doivent pouvoir s'interroger sur un certain nombre de sujets, sachant que sur les points techniques, ils auront des experts autour d'eux pour y répondre. Alors, je peux rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, moi, l'expert comptable de mon cédant n'avait pas compris, je pense, la motivation de mon cédant à vendre. Et je pense lui déconseiller. Il perd un client, l'expert comptable du cédant. Et il a perdu. Je l'ai décidé quand je l'ai vu, mais je n'aurais pas fait autrement. Mais là, oui, là, pour le coup, après, oui. Est-ce qu'il a tendance à surévaluer, l'expert comptable du cédant, l'entreprise ? Je pense qu'il n'a pas compris. Et donc, lui, il le mettait en garde contre. Enfin, il coupait les cheveux en 4. On soulevait. On aplanissait une zone de risque. Il en trouvait 10 autres. Enfin, c'était. Donc, lui, il a failli faire capoter le deal, effectivement. Et l'autre chose que je voulais rajouter, et donc, effectivement, je le vois plus. Un petit conseil rapide. Peut-être que le dirigeant qui vend son entreprise doit faire appel à des conseils externes. Oui. Ouais. Mais alors heureusement, effectivement, ce qui a sauvé le truc, c'est qu'il y avait un conseil en plus là, de l'expert comptable, un cabinet de je sais plus comment il s'appelle, les intermédiaires, quoi. Et effectivement, fusion-acquisition. Ouais, voilà. Et donc lui, c'est à lui que j'ai dit là, il faut que vous me calmiez l'expert comptable parce que sinon on va pas faire le deal. Et en fait l'autre chose, et donc lui, il était plus externe, il était moins partie prenante dans la marge de l'entreprise depuis 20 ou 30 ans. Et l'autre chose qui est importante, c'est pour que ça marche, il faut que chacun ait confiance dans ce que l'autre lui raconte. Et donc, ça veut dire qu'il faut multiplier les interactions. Et ça veut dire qu'il faut un temps long. On se renifle pendant assez longtemps quand même pour comprendre, voilà, qu'est-ce que toi qui veux racheter mon entreprise, qu'est-ce que tu m'amènes, et l'autre pourquoi. Moi, en plus, il fallait que je le comprenne parce qu'on allait s'associer. Donc, il faut aussi. Donc, le facteur temps, il est incontournable en fait. Et à un moment donné, il va falloir que ça prenne du temps, quoi. Faut pas se méprendre, pardon. On a besoin des experts. Je ne suis pas du tout en train de dire que les experts comptables, les avocats sont inutiles. Mais c'est une question d'équilibre dans, je dirais, la négociation. Et c'est ça qui va faire la réussite de la négociation, qu'il y ait un équilibre entre des gens qui sont des experts et la personne qui veut reprendre.
il ne faut pas que l'expert soit le seul à diriger la négociation. C'est là où il est important d'accompagner le cédant, pour lui dire à un moment donné, mon garçon ou madame, c'est toi le patron, c'est toi qui décides, c'est toi qui fixes les objectifs. Et à ton expert comptable ou à celui du cédant, tu lui dis, monsieur, restez à votre place, c'est moi qui vais mettre les sous, c'est pas vous. Hein? Et ça fait partie de notre rôle d'accompagnement, d'aider, parce que là, dans ces cas-là, le futur repreneur, il est dans une position qui est difficile, hein, qui est vraiment très difficile. Et c'est là que ça vaut le coup qu'il soit soutenu par quelqu'un d'extérieur qui connaît un peu le processus et qui lui dit non, tu as raison, je partage ton point de vue, là c'est stop. Hein, voilà, faut faire ça dans votre métier d'accompagnement, d'être vraiment à côté de quelqu'un et de le porter, s'il a raison. De toute façon, une opération comme ça, c'est très humain, hein, de toute façon. Et c'est vrai que Anne, tout à l'heure, avait parlé de sa posture. Et c'est aussi le rôle, effectivement, des accompagnateurs. Un investisseur, on ne va pas se voiler la face, c'est quelque chose de nouveau pour lui. C'est quelque chose de très impactant sur son patrimoine, sur son cycle, effectivement, sur son parcours professionnel. Donc, à un moment donné, il va falloir être là pour le rassurer. Et c'est vrai que d'avoir des accompagnateurs qui ont une certaine neutralité, parce qu'au final, ce n'est pas les conseils qui font l'opération. Il faut savoir composer effectivement avec cet écosystème habituel du dirigeant, parce que son expert comptable, alors parfois ça se passe très bien, mais son expert comptable, c'est aussi son homme de confiance depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que voilà, il faut savoir rester à sa place aussi et dire bon voilà, on veut faire l'opération, on va la faire, donc à nos conseils de faciliter la chose pour que le mariage ait lieu, pour reprendre votre expression. Donc effectivement, je pense que c'est important de rappeler le rôle de chaque expert. La reprise d'entreprise nécessite d'avoir des compétences pluridisciplinaires, hein, que ce soit en comptabilité, en finance, sur le côté juridique, fiscal, social. Et surtout que le repreneur ait des conseils totalement indépendants des conseillers du cédant. Ça, c'est un principe de base. On va aborder une autre séquence concernant les freins. Pourquoi il y a des freins à la reprise, ou quels sont les freins à la reprise? Tout à l'heure, on parlait de marché. Est-il si conséquent que ce qui est annoncé, hein, on parle de 700 000 dirigeants qui seraient en phase de transmission d'entreprise dans les 10 années à venir. Notamment, Thierry, vous avez évoqué que cela dépendait des territoires et de son tissu économique aussi. Aujourd'hui, il y a plus de reprises dans les agglos, plus de repreneurs qui s'orientent vers les grandes agglomérations pour racheter une entreprise. Or, à tort. On va aborder ce débat, qui est un enjeu aussi de développement territorial, hein, puisqu'il y a pas mal de pépites dans les territoires au centre de la France, est-ouest, au-delà des grandes agglomérations. Donc, quels sont les freins à la reprise d'une entreprise? Par exemple, Anne, vous aviez évoqué l'idée que pendant longtemps, vous ne saviez pas qu'on pouvait reprendre une entreprise. Donc, est-ce qu'on ne communique pas assez? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation? Et Mathieu, vous disiez que la difficulté est aussi que toutes les entreprises ne sont pas reprenables. Donc, le marché n'est peut-être pas aussi conséquent que ce qu'on dit, puisque toutes les entreprises ne sont peut-être pas structurées pour être reprises, qu'il faut laisser dans l'anticipe peut-être pas suffisamment, il n'y a peut-être pas suffisamment de communication autour de la transmission et autres. Donc Mathieu, peut-être sur la difficulté concernant la reprise d'entreprise. Sur la transmissibilité des entreprises, en fait ça c'est une spécialité française, hein, c'est qu'on est champion du monde de la microstructure, 95% de nos entreprises sont des TPE, donc des entreprises de moins de 10 personnes. Concrètement, pour un acquéreur, la problématique qui va se poser, il y en a plusieurs, il y en a plein. Mais en règle générale, on va avoir une forte concentration des savoir-faire. C'est-à-dire que quand le dirigeant va partir, il va partir avec la connaissance, il va partir avec le carnet d'adresses. On a parfois des organisations qui sont aussi figées, donc ça c'est très compliqué. J'étais la semaine dernière avec un de mes clients, qui est une PME, et c'est intéressant parce que la problématique, on la retrouve à la fois avec des individus, mais également avec des personnes morales, des groupes. Où on a des structures où 70% de l'effectif a plus de 58 ans. Donc c'est extrêmement difficile de reprendre ça derrière.
Donc voilà, on a des structures aujourd'hui, des très petites entreprises qui sont très dépendantes de leur La dirigeant. taille de l'entreprise est un frein à la reprise de l'entreprise. Ouais, c'est ce que je disais, je crois tout à l'heure, où je vous disais qu'en fait, plus la société est grosse, plus elle va avoir un degré de transmissibilité important. L'âge est un frein ou pas? L'âge du capitaine, vous savez, maintenant, les départs en retraite, c'est quasiment une opération sur 2. Donc, vous avez un potentiel de 50% qui sont sur des dirigeants qui ont 40 ans, 50 ans, qui parfois ont eux-mêmes déjà repris, qui veulent aussi donner un second souffle à leur entreprise en cédant, qui veulent aussi se donner un second souffle en faisant autre chose. Donc, il n'y a pas que la retraite. Je crois que 20% de nos dirigeants ont plus de 60 ans. Donc, on a des gens à 65 ans qui sont toujours très dynamiques et très, très, très orientés, très visionnaires sur leur marché. Voilà. Je crois qu'il y a un pourcentage, alors je ne connais pas exactement, mais je crois qu'au-dessus de 75 ans, quand l'entreprise n'a pas été cédée, il y en a énormément qui n'arrivent pas à retrouver de repreneurs. À partir de 70 ans, effectivement, les choses se corsent pour différentes raisons, entre autres par le désinvestissement. Ça, c'est important. Hein. Quand on veut vendre sa société, il faut toujours garder ce rythme d'investissement, de nouveauté, de recrutement. J'en parlais tout à l'heure, avec cette structure qui est assez vieillissante. Donc, il faut continuer d'investir. Et c'est vrai que passé 70 ans, on a une logique plutôt de rente que d'investissement. Et ça peut pénaliser quand même le côté attractif de la PME. Voilà. Nous, en tant que candidat, on se disait, s'il a plus de 70, n'y va pas. De toute façon, il ne vendra jamais. Quoi. En gros, il mourra dans sa boîte. Alors, mais, ouais. Ceci dit, selon une étude de la BPCE, le premier critère, c'est la taille de l'entreprise comme frein. Oui, parce que plus elle est petite et plus c'est difficile effectivement de transmettre. Il y a le faux cédant aussi, le cédant qui vous fait venir et puis il n'arrivera jamais à céder, donc c'est compliqué. Et parfois c'est intéressant quand on accompagne d'essayer de faire parler le cédant sur ses projets futurs. Parce que je dirais d'une manière un peu caricaturale, celui qui a son bateau dans un port et qui dit je pars faire un tour du monde, on sait qu'a priori il est prêt à céder son entreprise. Celui qui dit je ne sais pas trop ce que je vais faire, là il y a quand même un petit voyant d'alarme qui s'allume. Voilà. Ne surinvestissez pas dans l'accompagnement de quelqu'un qui n'a pas de projet après la cession de son entreprise. Nous, on a le nombre de pannes de stylo est faramineux, des gens qui ne cèdent pas et qui sont allés loin dans le processus, qui se sont fait évaluer leur entreprise, qui sont payés quasiment un consultant, qui leur a évalué, qui leur a montré sous les jours jolis, attractifs, puis sous les jours moins beaux. Donc il est parfaitement au courant de ce qu'il va vendre. La deuxième fois, il vendra peut-être. Mais la première, la panne de stylo, c'est très fréquent. Donc attention, ne surinvestissez pas là-dessus. Et nous, chez Réseau, chez nous, on attend que la lettre d'intention soit signée pour vraiment démarrer avec de l'accompagnement. Et puis nos collègues, soit des CCI, soit du CRA, on fait déjà du boulot avant, mais c'est vraiment que c'est très très fréquent la panne de stylo. Moi je suis dans le département de l'Ain il y a quelques années, c'est le premier département employeur de main-d'œuvre industrielle de France, hors Île-de-France. Il y a des PME de partout. Et les baby-boomers, ils booment moins. Donc il y a des PME à reprendre, c'est vrai. Il faut peut-être Donc l'an dernier, vous avez sortir financé de l'agglomération pour aller dans la campagne. Et que des reprises. Que des reprises. Dans votre département. Bah oui, parce qu'on a un écosystème avec la CCI, la CMA, qui depuis des années motive les dirigeants d'entreprise à penser à leur reprise, et donc ça commence à porter ses fruits. On a des choses de plus en plus reprenables, parce que le désinvestissement, c'est une catastrophe. On va acheter une boîte où les machines sont vieilles et où les salariés attendent de partir dans 2 ans. C'est pas reprenable. De toute façon, la géographie de la reprise... Vous habitez dans l'ouest de Paris, vous allez à Roissy, à votre entreprise, vous mettez 1h15, vous reprenez une entreprise à Tours, le TGV vous y amène en 57 minutes. Donc il faut regarder un petit peu aussi cette géographie, les transports, comment ça se passe. Pour avoir eu cette expérience de reprendre une entreprise dans la région tourangelle, c'est vrai que je mettais moins de temps que pour aller prendre un avion à Roissy le matin, par exemple. Enfin, il faut. Alors, je dis pas que c'est l'idéal. Je préférerais être à 5 minutes de l'entreprise, exactement. Mais c'est quand même des choses qui sont envisageables. Il ne faut pas se censurer. Alors,
On parlait tout à l'heure de l'accompagnement, des réseaux. Comment se structure et se fédèrent les réseaux, les différents interlocuteurs sur cette thématique, comment ils se coordonnent. Alors, on peut distinguer les acteurs publics, associatifs, les réseaux d'accompagnement et les acteurs privés. Dans les acteurs privés, on trouvera les experts comptables, les notaires, les avocats, cabinets en fusion-acquisition, les banques, donc les banques commerciales, les banques d'affaires, BPI, Banque publique d'investissement, et côté réseau d'accompagnement, acteurs publics, associatifs, on a les chambres consulaires avec les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers de l'artisanat, les chambres de l'agriculture, l'association de cédants et repreneurs d'affaires. On a aussi Réseau Entreprendre, Initiative France, etc. etc. Donc, si on voulait, par exemple, votre parcours, vous avez rencontré une chambre consulaire ou pas, ou pas du tout? Non. Votre porte d'entrée, ça a été le CRA. Et après, c'est vrai que le CRA, il vous donne une overview de tout ce que, de tous ces et du coup, le CRA, vous avez orienté vers... Nous, on travaille avec la CCI, par exemple, quand il s'agit que certains de nos adhérents veulent trouver un service pour trouver des entreprises. Donc, on travaille avec la CCI, on oriente. On est là pour accompagner un repreneur. Donc, pour lui amener les meilleurs conseils, on espère en tout cas, possible. Donc on n'est pas là pour dire... on a un avantage, c'est qu'on a une relation complètement définanciarisée, je dirais, puisqu'il n'y a pas d'honoraire de succès ou de choses comme ça par rapport à des professionnels. Mais on n'est pas là pour remplacer des professionnels, on est là pour accompagner un repreneur vers la reprise. C'est notre centre de gravité. Et notre ADN, au CRA, c'est de faciliter la mise en relation d'un cédant avec un repreneur. C'est-à-dire que quand on met en relation un cédant et un repreneur, ils dialoguent directement. Nous, on reste dans l'arrière-boutique pour regarder comment se passe l'opération. Notamment les fameuses fiches de cadrage que vous proposez. On peut en dire un mot sur la fiche de cadrage? C'est un outil qui est intéressant qui peut intéresser les réseaux d'accompagnement qui sont ici. On a défini ce qu'on appelle une fiche de cadrage, qui est une fiche en 3 volets, très rapidement, ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire et comment vous le financez. Et à partir de là, c'est ce que le cédant va recevoir quand il va vouloir se mettre en contact avec un repreneur, et ça va lui permettre d'évaluer, je dirais, le repreneur et voir si... alors il y en a certains qui vont nous demander de les aider, il y en a d'autres qui vont le faire directement, mais il y a une liberté totale. C'est par ces fiches de cadrage qu'on va commencer à dialoguer, à établir le dialogue entre le cédant et le repreneur. On peut dire que c'est le CV du repreneur? Oui. Qui est envoyé notamment aux intermédiaires de la transmission reprise d'entreprise. Comme la fiche de cadrage peut évoluer en fonction de la cible. Quelle est l'offre d'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie et comment vous travaillez avec les autres acteurs de l'accompagnement? Oui, parce que je pense qu'il est important aussi, et c'est la bonne nouvelle, c'est de rappeler que ce marché s'est profondément structuré, consolidé au cours des 15 dernières années. Aujourd'hui, on a une offre qui est quand même bien aboutie, que ce soit pour le réseau associatif et consulaire, où nous, on va intervenir très en amont dans cette phase de sensibilisation, de réflexion. Vous proposez des réunions d'information collective, c'est la première entrée? Entre autres, parce qu'on propose beaucoup de choses en fait. À un moment donné, alors c'est vrai que on peut avoir des réunions publiques, mais ça reste quand même assez intime, une transmission. Donc très rapidement. Côté repreneur, je parlais, les réunions d'information. Oui, côté repreneur, mais également côté cédant. Effectivement, nous, on agit des deux côtés, au service effectivement des entreprises et des territoires. Donc dans un premier temps, ça va être une grosse phase de sensibilisation, et je pense que vous l'avez compris, ça prend beaucoup de temps parce que c'est des opérations qui sont complexes. Donc il faut avoir beaucoup d'écoute et puis avoir aussi une capacité de challenge, parce que le repreneur individuel, parfois, il a besoin d'être challengé sur son cahier des charges. Le cédant a besoin d'être challengé aussi sur son prix, entre autres. Donc voilà, les chambres font ce travail vraiment de préparation, de sensibilisation. Et puis ensuite, effectivement, on reste présent à travers des programmes de formation plus ou moins longues. On a des formations de 5 jours, des formations qui peuvent durer 1 an avec l'école des managers. Donc c'est vraiment à la carte, c'est selon le besoin. On a des ateliers thématiques. Vous avez des repreneurs qui viennent vous voir et qui sont aussi membres de l'association du CRA. C'est ça qui est intéressant, c'est que je le disais, le marché s'est consolidé et les gens ont appris à travailler intelligemment.
main dans la main parce qu'on est très complémentaires. On apporte chacun nos compétences aux repreneurs et aux cédants. Et il faut travailler en bonne intelligence aussi avec, vous l'avez dit, la sphère privée, qui sont les intermédiaires, qui sont les banques, qui sont les avocats, qui sont les experts comptables. Chacun a un rôle à jouer parce qu'on est sur des opérations complexes. Donc moi, je ne suis pas auditeur, je ne suis pas juriste, donc j'ai besoin de ces gens-là. Vous êtes chef d'orchestre dans le projet. Oui, mais vous avez une expertise aussi. Vous pouvez apporter une prestation d'évaluation de l'entreprise pour le repreneur, de business plan aussi. C'est des prestations à la carte qui peuvent être effectivement one shot, c'est-à-dire une évaluation. Ça peut être effectivement des tâches très précises, ou ça peut être aussi un accompagnement sur le long terme, c'est-à-dire sur l'ensemble du spectre de la reprise. On va travailler main dans la main avec le candidat sur 1 an pour l'aider à mûrir son projet, pour approcher les cibles, pour étudier les cibles et trouver effectivement le financement. Donc on a cette possibilité d'accompagner des repreneurs individuels et également des PME sur l'ensemble du spectre. Voilà. En tant que réseau, on a tout intérêt à chasser en meute. On apporte chacun les choses que l'on sait bien faire. Et ça conforte un parcours dont on a dit en préambule qu'il était difficile. Donc personne ne peut se prévaloir d'être le meilleur ou l'unique interlocuteur. Il faut qu'on chasse en meute. Et puis, quand on est réseau, qu'on a son territoire, moi j'ai ma copine de Initiative qui m'a appelé hier à 5h et qui m'a dit « J'ai un projet, il est un peu gros pour moi. Est-ce qu'on peut en discuter ? On peut se voir pour voir qui le prend. » Et on arrive à faire du cofinancement. Et voilà, c'est ça. Ne laissez tomber personne et n'envoyer personne au casse-pipe. Eh ben, il vaut mieux être plusieurs à évaluer la situation, comme ça on ne porte pas une responsabilité lourde en cas d'échec. On la partage, et c'est mieux. Et en cas de succès, eh ben, on la partage, et on est tous contents de le partager aussi. Anne, vous disiez qu'au début, vous ne saviez pas vers qui vous tournez, vous ne saviez pas que la reprise pouvait exister, et vous avez un message aussi de dire que il faut que les cédants soient sensibilisés le plus tôt possible à la transmission de l'entreprise, qu'une transmission d'entreprise fait partie intégrante du métier du chef d'entreprise, que dès le démarrage, en fait, on rachète une entreprise, mais il faut déjà songer à la transmettre, la pérenniser, du moins, pérenniser son entreprise. Alors, j'ignorais que la reprise existait, mais probablement par ignorance. Je ne m'étais pas beaucoup renseignée. Mais voilà, pour moi, la seule façon d'être entrepreneur, c'était de créer sa boîte quand j'étais sur ma trajectoire de salarié. Donc, c'est un jour un copain qui s'est formé au CRA, qui a fini par acheter une boîte, qui m'a dit, qui m'a mis la puce à l'oreille. Et pour autant, c'était déjà très, très avant. Que moi-même je passe à l'acte, mais voilà, il y avait une petite graine qui avait germé. Tiens, c'est possible donc de reprendre une entreprise. Et après, pour ce qui est c'est la moitié du problème, la préparation du cédant. Il y a les repreneurs et les cédants. Et donc, pour en avoir vu un certain nombre dans mon propre process de recherche, il y en a, effectivement, ils ne préparent pas. Et je peux le comprendre, quand on est aux manettes de son business, on a autre chose à penser que la transmission. Mais ouais, je ne sais pas comment vous pouvez faire, vous, organismes, associations, etc., pour les aider à préparer le truc. Et vraiment longtemps en amont. Et, alors évidemment, on sait très bien qu'il y a le côté je fais 3 bonnes années pour avoir un prix de vente attractif, etc. Mais c'est pas que ça, c'est comment je structure la boîte pour qu'elle fonctionne quand je suis pas là, en fait. Et voilà. Et à quel moment je la cède. Et donc moi, donc ça fait 3 ans et demi que j'ai repris. Et oui, une de mes problématiques, c'est qu'est-ce qui se passe dans 10 ans quand je suis à mon tour touché par l'âge. Et comment je fais en sorte que cette entreprise elle ait de la valeur au moment où moi je la quitte en même temps que mon associé en plus. Mathieu, qu'est-ce que vous proposez comme campagne de sensibilisation à la Chambre de commerce et d'industrie? On en fait déjà, on en fait beaucoup, mais effectivement, je pense on peut toujours faire mieux. Ça c'est clair, mais c'est marrant parce que j'étais ce matin avec un client et c'est une PME qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et le dirigeant me parlait des problématiques de projection, de visibilité de son chiffre d'affaires. L'entrepreneuriat, on est sur des structures qui sont mouvantes. C'est toujours difficile de prévoir. On parlait tout à l'heure de l'âge, de se dire dans 10 ans, mais dans 10 ans, où sera la boîte ? Quelle sera la structure ? Quelle sera c'est quand même assez complexe. Donc, on fait un gros travail au niveau de la Chambre pour sensibiliser, pour être à disposition des chefs d'entreprise. Mais le cas idéal ne se présente jamais. Il y a toujours des petites problématiques qui apparaissent.
Donc voilà, c'est un travail de tous les instants. Je pense qu'effectivement, la responsabilité sociale du chef d'entreprise, Si vous avez un dernier conseil, prendre conscience. Mathieu, pour conclure, on va devoir conclure parce qu'on va falloir passer aux questions-réponses, je m'excuse. Un dernier conseil, C'est une sacrée Mathieu. responsabilité, là. Ça faisait partie. Vous étiez presque sur le dernier conseil, là, j'ai senti. Non, mais c'est grosso modo de la reprise, c'est un travail collectif. Je pense qu'on l'a vu, effectivement, c'est de la préparation et c'est effectivement, oui, un travail collectif parce que... Collectif, donc se faire accompagner, ne pas rester isolé. Oui, Ça, c'est votre conseil. tout à fait. Votre Surtout dernier ne mot. pas rester isolé. Comment Votre dernier mot. Collectif. Être collectif, jouer collectif, donc. Il faut en profiter. On a un réseau aujourd'hui de grande qualité qui n'est pas forcément très cher. Il ne faut pas s'en priver parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Vous allez avoir un investissement, certes, mais une valeur ajoutée qui sera décuplée parce que vous serez préparé, vous saurez où vous allez et surtout avec qui vous y allez. Donc, Pas de précipitation. pas de précipitation. C'est quand même, on parle de la reprise de PME, c'est quand même assez lourd d'un point de vue social et économique. Donc, on prend le temps. Donc un enjeu on de pose développement calmement. territorial. Comment Un enjeu de développement territorial. Plus que jamais, oui. Thierry, un conseil Un 20 enjeu secondes. de développement territorial. Jouer le réseau, jouer la meute, on a un réseau de... Non, mais voilà, ça on, marche. on s'entend bien, ça fonctionne, il faut en profiter et il faut s'intégrer dans les réseaux. Moi, je me fiche de savoir si mon cédant ou mon repreneur, plutôt, il va être accompagné par quelqu'un d'autre. Bien au contraire, j'aime bien pouvoir dialoguer, dire tiens, mais qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta vision? Comme on fait avec un banquier. Donc il faut vraiment que les réseaux ils jouent ce jeu-là de coopération et de valeur ajoutée ensemble. Pierre, dernier conseil rapidement, il va falloir qu'on se boucle. former, accompagner et faciliter la transmission parce que notre objectif, c'est quand même de pérenniser des emplois dans des territoires. C'est vraiment notre objectif premier et on fait ça par plaisir parce que justement, on arrive à ce type de résultat. Anne, une dernière phrase. Pas mieux, oui. Enjeu de développement territorial. Pas mieux. Donc on va passer aux questions. Merci d'attendre le micro pour poser la question. Bonjour. Oui, j'ai une question parce que donc là on parle beaucoup des réseaux d'accompagnement à la reprise d'entreprise. C'est le but en même temps. Mais moi la question que je me pose c'est comment on peut savoir en tant que repreneur, alors c'est en général, mais quelles sont les entreprises qui sont ou qui seront à vendre dans les années futures. Là en tant que réseau d'accompagnement, du coup vous accompagnez les repreneurs, mais où est-ce que on a les vendeurs quelque part qui viennent vous voir et qui vous disent voilà. Donc moi, comment je suis trouver une entreprise à reprendre? C'est ça votre question? Déjà d'une, et de deux, comment vous accompagnez du coup les futurs vendeurs aussi à céder un jour leur entreprise. Donc on revient à la sensibilisation. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est ça l'expression. C'est que il y a une boucle quoi. On voit bien l'accompagnement des repreneurs, tout ce que les réseaux peuvent faire. Par contre, on ne voit pas dans le sens inverse le marché et les patrons qui pourraient un jour vendre. Donc le marché, il est visible, Thierry. Où est-ce qu'on trouve une entreprise à reprendre Mais vous avez des places de marché, où vous avez effectivement toutes les entreprises qui sont aujourd'hui à vendre. Vous avez Transentreprise, le site de la CCI. Vous avez aussi le site du CRA, je crois, où vous avez quelques annonces. Le site de la BPI. la bourse de la transmission de BPI France, où on a plus de 50 000 annonces d'entreprises à vendre sur ce site-là. C'est un site qui fédère tous les acteurs de la transmission d'entreprise, le CRA, la CCI, la CMA, FUSAC, Session PME et autres. Donc là déjà, vous avez le marché public, je dirais, sur ce site, où vous trouverez des annonces sur ce site, bourse de la transmission de BPI France. Ensuite, il y a le marché aussi caché. Oui, effectivement. Et donc, ce marché caché, formez-vous au CRA. C'est l'objet de la formation du CRA. C'est comment vous cherchez une entreprise, comment vous la négociez, comment vous la financez. C'est ça, la formation. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se préparer à ce process-là avant de s'engager dans cette aventure. Au CERA, comme avec mes amis, aujourd'hui, on a quand même des programmes de sensibilisation du cédant au process qu'il va devoir mettre en œuvre pour céder son entreprise. Donc il y a des choses, mais on se heurte souvent à un problème de confidentialité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut céder une entreprise ne va pas aller dans une grande réunion, parler de son projet, etc. Donc il faut avoir une approche assez individualisée
sur cette sensibilisation du cédant. Et puis, c'est un peu un pitch. Vous voulez transmettre votre entreprise dans les 3 années à venir, préparez-vous. Et donc, ça veut dire que là, on peut donner de l'information, mais après, on rentre dans une relation un petit peu face-to-face pour conseiller la personne. Ça ne se passe pas vraiment en public, ce genre de choses. Souvent aussi, les réseaux d'accompagnement ont des bases de données. Ils identifient dans leur base de données des dirigeants qui ont plus de 50 ans. Ils envoient souvent des courriers de sensibilisation aux dirigeants pour leur proposer un accompagnement et notamment de diffuser des annonces si le cédant est vendeur. Oui, vous pouvez avoir une approche proactive pour passer outre. Si vous voulez, le marché qui est intermédiaire, c'est en approche directe. C'est-à-dire que vous allez avoir un expert à vos côtés qui va vous aider à ouvrir des portes en approchant directement des dirigeants. Ça, c'est un vrai métier parce que vous pouvez aussi vous perdre et vous faire balader par des gens qui ne sont pas vendeurs mais qui attendent juste une analyse stratégique, juste un prix, ou juste être flatté, parce que c'est toujours sympathique de savoir qu'on s'intéresse à nous. Donc voilà, je vous conseille effectivement de vous faire accompagner si vous voulez avoir une approche proactive et devancer la mise sur le marché. C'est des approches directes via un organisme qui est spécialisé et qui pourra vous aider aussi à mûrir votre cible. Parce que l'idée, il ne faut pas se perdre, il ne faut pas appeler n'importe qui. Il faut vraiment appeler des entreprises qui correspondent à vos compétences et à votre projet, quoi. On va prendre une deuxième question. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé de la reprise, peut-être idéale, où le cédant est content de partir et ça fait 3 ans qu'il essaye de mettre son entreprise un peu au carré. Est-ce que vous accompagnez? Quelles sont les spécificités? Comment est-ce qu'on accompagne les cas où il y a des accidents de la vie, où c'est des entreprises qui sont en train de se casser la figure et où c'est soit la liquidation, soit une reprise un peu... Alors pas catastrophe parce que j'entends que le temps est très très importante, mais entre sauver tous les emplois et sauver 50% de l'emploi sur le territoire, voilà, cette reprise moins optimiste peut-être côté cédant et du coup aussi quelque part côté repreneur parce qu'il y a beaucoup de challenges. On est un petit peu optimiste parce qu'une personne physique ne peut pas prendre une entreprise en retournement. Donc c'est ça qui nous rend un petit peu optimistes dans notre... Quand on a des repreneurs, personnes physiques qui viennent nous trouver, on leur dit surtout c'est très compliqué de reprendre une entreprise en retournement. Il y a toujours des exceptions, je suis sûr qu'on peut avoir des exemples, mais c'est extrêmement... c'est-à-dire que vous mettez vos deniers personnels dans la balance, vous avez souvent pas de financement parce que l'entreprise est en difficulté, donc c'est extrêmement compliqué pour une personne physique de reprendre une entreprise en difficulté. Les accidents de la vie, fort heureusement, il y en a peu. Heureusement, hein, c'est vraiment une minorité, mais quand ça se passe, il faut voir les conséquences, effectivement, mais ça peut être à l'extrême, directement de solliciter les administrateurs judiciaires ou inversement, travailler avec la CCI pour qu'on puisse très rapidement mettre en place, effectivement, une prospection pour trouver des acquéreurs. Alors, pas forcément personnes physiques dans ce cas-là, mais plutôt des entreprises, des personnes morales qui pourront très rapidement réamorcer la pompe, si j'ose dire. Voilà. Donc c'est vraiment au cas par cas, mais encore heureusement, je crois que c'est 10% des transmissions qui se font pour cause de santé. Hein. Donc c'est assez... heureusement, c'est marginal. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, vous avez parlé, surtout le réseau Entreprendre, du fait d'accompagner, qu'il faut que les repreneurs viennent très tôt et de manière à pouvoir être accompagnés. Le problème que nous avons dans le réseau Initiative, c'est que, et Madame l'a dit d'ailleurs, c'est qu'on vient nous voir après. Et naturellement, avec 95% de TPE, nous avons beaucoup de reprises, nous sommes dans un département rural, beaucoup de reprises de coiffeurs, de petites entreprises, toutes petites, etc. Et en général, ça se fait avec le comptable du cédant qui, naturellement, privilégie le cédant. Et quand ça nous arrive pour donner notre prêt d'honneur, en fait, il correspond à ce que le cédant se prend en trop sur la vente de l'entreprise. Et comment faire ? Puisque nous avons les experts comptables et la Fédération des experts comptables qui fait partie de nos comités d'agrément et qui fait partie de nos experts. Donc on est pris dans un piège.
Voilà un des problèmes que nous avons qui, malheureusement, est le plus souvent. Hein, c'est 60% des cas. Et alors, quand on sait en plus que pour les sociétés ou même les indépendants artisans, où c'est le même cas de figure, les artisans, et qui, eux, ont parfois du stock, ont parfois des choses dans leur compte qui méritent d'être étudiées. Quand la cession se fait, j'ai présidé un tribunal de commerce, le nombre d'entreprises que nous avons qui arrivent au bout d'1 an et demi parce qu'il y a eu des choses dans le tiroir, naturellement, on les a dans le dos. Et donc, c'est un des problèmes principaux est celui de ne pas avoir des repreneurs qui viennent dans nos associations suffisamment tôt. Alors, naturellement, ça ne peut pas être le cas du CRA, ça n'est pas le cas non plus ça arrive, mais enfin assez peu au niveau entreprendre, parce que ce sont des entreprises qui dépassent le plus souvent 10 personnes ou 15 personnes, mais au niveau de la petite entreprise d'entre 1 et 3 personnes, 4 personnes, c'est le coup classique, on arrive trop tard, c'est déjà fait et on vient nous chercher de l'argent. Et c'est important ce que vous dites parce que c'est le gros du marché, la TPE. Eh oui, c'est le gros du marché, 90%. Et si je peux me permettre, à ça se rajoute un autre problème dans des petits départements ruraux comme nous, qui sommes en plus de ça, la diagonale du vide, comme elle est appelée. Vous avez d'excellentes entreprises qui méritent d'être prises, et il n'y a pas la personne pour la reprendre sur le département, et personne ne veut venir parce que les épouses ne veulent pas venir. Alors, il faut que ce soit je ne veux pas plomber les choses. Je veux pas plomber les choses, mais c'est un phénomène qui est important. On parlait naturellement du vieillissement des personnes, du vieillissement aussi du matériel. Mais même des entreprises qui ont un matériel qui suit, qui ont des entrepreneurs avec des produits tout à fait spécifiques, comme madame avec la passementerie, j'ai bien connu parce que c'était mon métier, pas de la fabriquer, mais de la vendre. Et donc, si vous voulez, ce sont des métiers spéciaux, mais personne ne vient. Hein. Personne ne vient. Donc c'est là où on a, si vous voulez, ce qui m'a fait venir un petit peu ici, enjeu stratégique territorial. C'est sûr que c'est un enjeu territorial très important parce que on se rapproche plus facilement aujourd'hui. Un maire, d'ailleurs ça a été dit, un maire de village qui a une belle entreprise dans son village, il a peur une fois sur deux que si jamais elle est revendue, ce soit pour l'emmener dans un autre endroit plus proche d'une grande ville. Hein. Donc effectivement, il faut que les réseaux... Ce sont quand même des éléments qu'il faut savoir, qu'il faut prendre en compte, et qui sont nos problèmes journaliers, en dehors de ceux qui ont été donnés et bien donnés par vous. La difficulté, parfois, c'est qu'on traite de la même manière la vente d'une TPE et la vente d'une PME. Aujourd'hui, on va parler à une TPE d'une GAP, d'une garantie d'actifs et de passifs. C'est pas obligatoirement l'objet. Donc orienter les repreneurs vers, en dehors des grandes agglomérations notamment, puisque effectivement, il semblerait que l'offre soit supérieure à la demande, notamment sur les PME, en dehors des grandes agglomérations. Oui, enfin, je pense, c'est vrai, peut-être majoritairement, les gens ne sont pas mobiles, mais enfin, il y en a quelques-uns qui cherchaient, nous, partout, dans toute la France. Hein. Donc, je pense qu'une belle entreprise, elle peut justifier un déménagement. Ça peut faire partie, en tout cas, du paysage pour un primo-repreneur, personne physique. Vous défendez bien les épouses. Oui. Y a-t-il une dernière question ? D'accord, bah écoutez, on va conclure la table ronde. Merci à tous pour votre participation. Et puis, rendez-vous au Cap Créa, peut-être de l'année prochaine, sûrement. Voilà, et puis merci, à bientôt, au revoir.